Bonjour à tous, merci de vous connecter aujourd'hui. Donc, je suis Sylvain Surmonne, directeur dans les équipes secteur public et je vais animer ce webinaire sur la transformation de la relation usagée avec l'Agence française de lutte contre le dopage, transformation de la relation partenaire avec un CRM, en l'occurrence Salesforce. Et tout d'abord, bienvenue à nos invités que je vais introduire. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Sylvain, donc Jean-Baptiste Compère, donc conseiller en charge des relations partenariales à l'Agence française de lutte contre le dopage et donc product owner de ce projet qu'on a fait avec donc Bearing Point. Merci. Bonjour Thomas. Bonjour, donc Thomas Arnaud, chargé de projet informatique à l'Agence française de lutte contre le dopage. J'accompagne les métiers dans le déploiement des nouvelles applications. Merci. Et pour nous accompagner, donc côté intégrateur, Julien, bonjour. Bonjour Sylvain, donc Julien Nachef, senior manager chez Bearing Point dans les équipes CRM et dans le cadre de la mission, j'étais chef de projet. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter donc, un résultat et un retour d'expérience sur ce projet avec une transformation digitale qui est réussie, avec des résultats du coup mesurables et qui peut notamment inspirer d'autres acteurs du secteur public sur leur transformation, y compris pour des acteurs donc, de petite taille. C'est aussi l'occasion peut-être d'introduire ce qu'est l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Et pour ça, je vais me tourner vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter du coup l'AFLD ? Oui, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, c'est une autorité publique indépendante qui a un budget qui a été créé en 2006 et qui a un budget d'à peu près de 13 millions d'euros. Elle est présidée, cette agence, par Béatrice Bourgeois, qui est conseillère d'État de profession, et on est à peu près 52 collaborateurs. La mission principale de l'Agence française de lutte contre le dopage, c'est de déployer le programme antidopage en France. Et je vais m'arrêter sur 3 missions essentielles. La première, c'est de s'occuper du programme de prévention en France de lutte contre le dopage, d'opérer les opérations de contrôle antidopage et enfin de sanctionner éventuellement les violations des règles antidopage qui sont commises par des sportifs ou leur personnel d'encadrement. Voilà. Très clair. Et du coup, alors, quels sont les partenaires de l'AFLD ? Puisque dans ce projet, justement, il y a toute une relation avec les partenaires de l'AFLD. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Oui, bien sûr. Alors, évidemment, on est dans le secteur sportif et donc les principaux partenaires de l'Agence française de lutte contre le dopage, ce sont les fédérations sportives et les acteurs associés aux fédérations sportives qui peuvent être donc les ligues professionnelles de sport professionnel, dans les sports collectifs. Ça peut être également les syndicats de joueurs professionnels qui donc s'adressent aux joueurs et donc qui sont des acteurs essentiels et pour aller adresser ces joueurs et faire de la prévention par exemple. Et puis on a aussi les clubs qui sont des structures associées aux fédérations sportives. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux maintenant entrer un peu dans le contexte du projet et justement, du coup, les enjeux de cette relation avec ces fédérations sportives et ces clubs ? Oui, alors en fait, on a démarré ce projet en 2022 et en fait, avant, on a créé en 2021 2 gros réseaux qui sont les réseaux des référents antidopage d'abord, et référents antidopage qui sont des personnes désignées obligatoirement dans les fédérations sportives. Et en fait, ces personnes, ces référents, ce sont nos points de contact privilégiés au sein des fédérations et donc qui ont la charge de superviser la bonne application des obligations antidopage dans les fédérations. Donc ça, c'est un réseau qu'on a constitué en 2021 et qui était important à adresser. Deuxième réseau important, c'est le réseau des éducateurs antidopage qui sont les chevilles ouvrières de la prévention du dopage et qui sont formés dans les structures que je vous ai présentées au préalable, donc au sein des partenaires de l'agence. On avait un enjeu, le premier enjeu, c'était justement de renforcer la relation avec les fédérations et donc avec ces réseaux. On avait aussi, dans la perspective de Paris 2024, on souhaitait mettre l'accent sur la prévention du dopage avant cet événement. Et donc, il nous fallait faire de la remontée d'informations du réseau des éducateurs pour justement tracer toutes ces actions qui étaient menées auprès des délégations olympiques. Et puis, on avait l'ambition également, parce que c'était une nouvelle mission, un nouveau pouvoir qu'on avait au niveau de l'agence, c'était d'évaluer les politiques de prévention au sein des fédérations. Et les politiques de gestion antidopage au sein des fédérations. Et donc, on voulait lancer une évaluation. Et donc, quoi de mieux que d'avoir un outil informatique pour centraliser justement ces évaluations. Et enfin, on avait un enjeu de pilotage
des agréments des éducateurs antidopage, puisque ces éducateurs antidopage, on leur donne un agrément qui est renouvelable, enfin qui est dans la durée en fait finalement, et donc il faut qu'on puisse piloter les conditions pour réagréer ces éducateurs. Et donc il nous fallait gérer ça de manière centralisée. Voilà. Très clair. Alors, vous aviez aussi un enjeu de rapidité de mise en place, de projet. Et du coup, je vais me tourner vers Thomas. Pourquoi vous aviez besoin d'aller aussi vite pour mettre en place, du coup, ce projet? Et peut-être dans la lignée, quelles étaient les attentes techniques par rapport à ce projet? Complètement. Donc, le premier enjeu, c'était vraiment de déployer une solution en quelques mois, puisque comme Jean-Baptiste le disait, nous avions besoin d'être opérationnels rapidement pour réaliser les audits des fédérations. Donc, dans ce cadre-là, il était prévu en février 2024. Donc, les premiers mois ont été concentrés pour réaliser cette mission. Côté ATI, nous avions, en termes d'attente, le besoin d'avoir une plateforme tout d'abord fiable, évidemment, et évolutive, qui permettait, dans les solutions standards offertes, de bénéficier des fonctionnalités existantes et réduire les développements spécifiques. Donc c'est pour ça que Salesforce répondait très bien à nos attentes et s'intégrer également évidemment dans le système d'information de l'agence et éviter des lourdeurs supplémentaires avec les authentifications donc via notre AD. Et simplicité de maintenance, puisque ça permet d'évoluer très simplement, sans avoir besoin de connaissances particulières, et du coup d'également envisager des perspectives futures avec de nouveaux projets qui allaient venir. Très clair. Alors on va passer peut-être sur la mise en œuvre et puis surtout les résultats. Jean-Baptiste, je reviens vers toi. Est-ce que tu as pu mesurer les résultats dans votre relation avec les fédérations? Et puis du coup, plus généralement, justement, dans ce côté métier, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les résultats que vous avez pu mesurer? Oui, alors bon. Au préalable, juste rappeler qu'en fait, au départ, nos relations avec nos réseaux, c'était essentiellement par mail et puis le suivi des activités avec des tableaux Excel, donc un peu éparpillés au sein de l'agence. Donc déjà, l'outil nous a permis de centraliser les interactions avec les fédérations et donc de mieux tracer et de rendre plus transparent pour l'ensemble des collaborateurs de l'agence les échanges avec les fédérations. Ça permettait d'avoir un référentiel de l'ensemble des référents antidopage des fédérations avec évidemment une mise à jour facilitée et ce qui fait que voilà, tous les collaborateurs pouvaient avoir accès à l'information et aux bonnes coordonnées de cette personne qui est notre premier point de contact au sein de nos partenaires. Donc ensuite, côté relations partenaires enrichies, en fait, nos partenaires ont accès maintenant à une plateforme sur laquelle ils peuvent retrouver l'ensemble des ressources nécessaires à leur activité. Et puis, ça nous permet aussi, lorsqu'on organise des événements, parce qu'on fait plusieurs fois par an des regroupements de ce réseau, à travers des webinaires ou à travers des regroupements physiques, ça nous facilite l'organisation de ces événements en centralisant les inscriptions justement à ces événements. Et puis, ça nous permet également les processus ont été accélérés et simplifiés. On a réduit du coup les échanges informels par mail. Par exemple, sur le renouvellement d'agrément d'un éducateur, tout se fait via la plateforme. Et donc, ça évite des échanges de mails qui se perdent et encore une fois, une centralisation pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis, on a également un gain de temps pour les référents antidopage puisqu'ils retrouvent assez facilement, comme je l'ai dit, l'information à travers l'espace ressources. Voilà ce qu'on peut dire sur la relation partenaire. Maintenant, je passe plutôt sur les métiers. Oui. Et nous, ça nous permet d'avoir encore une fois une vision 360 et un meilleur pilotage de l'activité antidopage d'une fédération, avec des tableaux de bord, les historiques des échanges, etc. Ça nous permet de voir, par exemple, le nombre d'actions d'éducation qui est mené au sein d'une fédération, donc de mesurer instantanément la politique de prévention quelque part d'une fédération.
Et puis, on a une collaboration interne qui est améliorée avec une meilleure transversalité, puisque, encore une fois, je le répète, tout le monde a accès aux mêmes informations facilement. Et puis, également un gain de temps, parce que, et j'ai une illustration là-dessus, maintenant, toutes les procédures disciplinaires sont aussi suivies et tracées dans l'outil. Et on est en pleine mise en place du rapport d'activité. Et là où, avec les tableaux Excel, on mettait plusieurs jours à recenser l'activité sur une année, maintenant, l'outil nous permet de sortir ça en quelques heures. Et donc, il y a vraiment un gain de temps, par exemple, sur justement la mise en place et la constitution, l'élaboration de ce rapport d'activité. Voilà. D'accord, donc un vrai gain en termes d'efficacité opérationnelle, à la fois en interne et puis bien sûr avec vos partenaires, une fluidité derrière de vos processus. On va se tourner maintenant vers un sujet plutôt de mise en œuvre. Je vais me tourner vers Julien. Quelle a été l'approche méthodologique pour mettre en place cette plateforme ? Alors pour tenir un délai ambitieux, on a structuré le projet autour de 3 grands principes. Tout d'abord, on a adopté une approche de cadrage court et MVP. Donc un MVP, c'est une première version exploitable du produit, donc de la plateforme CRM pour les FLD, construite avec le minimum de fonctionnalités pour créer de la valeur très rapidement. Donc concrètement, nous avons défini très tôt avec les métiers, et notamment Jean-Baptiste, les priorités attendues des différents départements de la FLD, puis construit sur la plateforme CRM Salesforce, un premier lot qu'on a appelé Fondation, centré sur l'essentiel. Donc la gestion du référentiel des fédérations, la gestion des contacts, donc les publics qui étaient ciblés en priorité, les référents, les éducateurs, et également tout ce qui est gestion des agréments des éducateurs et la gestion des évaluations des audits des fédérations, qui étaient les fonctionnalités les plus attendues. L'objectif était que la FLD utilise le CRM dès les premiers mois, tout en gardant ensuite la possibilité d'apporter des optimisations sur les fonctionnalités mises en place sur le lot Fondation, mais également enrichir la plateforme avec de nouveaux processus métiers dans les lots suivants. On a également maximisé l'usage du standard de la plateforme CRM pour tenir les délais. Donc on a privilégié les modules, les fonctionnalités natives de la plateforme CRM. Par exemple, le module standard de gestion des demandes. On a utilisé aussi Experience Cloud, qui est la solution Salesforce pour la mise à disposition du portal AFLD à destination des référents et des éducateurs. Et on a aussi utilisé tout ce qui est workflow configuré pour les processus métiers. À certains moments, on avait nécessité aussi de faire une convergence entre les besoins et les processus métiers et le standard du CRM. Et donc on a su faire cet exercice-là pour vraiment rester dans l'usage standard de Salesforce. Et troisième point, nous avons mis en place une approche itérative en s'appuyant sur des principes de l'agile. Nous avons mis à disposition, par exemple, tous les 2 à 3 semaines, des démos systématiques auprès de la FLD afin de collecter leur retour, leur feedback. Et ça nous a permis d'aligner et d'ajuster très vite sur les sprints suivants pour s'assurer que, in fine, à la fin du lot Fondation, mais aussi des lots suivants, on était à même de livrer une plateforme CRM alignée avec les besoins métiers. Alors pour mettre en place cette méthode, quel choix d'équipe tu as fait ? C'est quoi les profils pour mettre en place justement ce projet ? Alors nous avons voulu constituer une équipe resserrée mais experte, alignée avec aussi le dimensionnement de la FLD. Côté Bearing Point, nous avons mis à disposition des profils multi-certifiés, notamment un paramétreur Salesforce, un business analyst et un architecte, le tout évidemment encadré d'un chef de projet. Donc c'était une équipe dédiée qui était en communication continue avec la FLD, que ce soit les référents métiers, IT, le product owner, Jean-Baptiste. Et cette organisation resserrée a permis une vraie agilité. On avait des points quotidiens, on était en capacité de résoudre rapidement de potentiels blocages dans des délais très courts. On a également misé sur la proximité. Donc très régulièrement, on était dans les locaux de la FLD pour animer des ateliers, co-construire des processus métiers qui avaient besoin d'être retravaillés, refondus pour aussi être digitalisés, mais également sur les phases de recettes, de tests où on était en encadrement, en appui de cette phase-là auprès de la FLD et encore aussi sur le volet formation où on animait des formations en présentiel.
Cette immersion aussi dans les locaux de la FLD, c'était un vrai accélérateur pour monter en compétences et comprendre notamment le métier particulier de la FLD. Et évidemment, ça fluidifie grandement les échanges. Un autre facteur déterminant, c'était l'implication du sponsor et du product owner, notamment sur les instances de suivi projet, comité pilotage, qui permettaient de vite trancher sur des arbitrages nécessaires. Par exemple, ce qu'il fallait intégrer de manière prioritaire dans un lot, valider une simplification d'un process en particulier, ou encore reporter potentiellement une partie du process ou certains processus secondaires dans des lots ultérieurs. Et donc on avait une vraie gouvernance agile qui était essentielle pour tenir le planning des différents lots. Et également aussi un point important, c'est qu'entre chaque lot, on laissait un temps d'appropriation afin que les utilisateurs du CRM puissent tester ce qui a été mis en place, s'approprier les fonctionnalités et nous faire des retours pertinents qui n'étaient pas uniquement des sujets de cosmétique, mais vraiment qui apportaient de la valeur pour aller alimenter les lots suivants. Donc en synthèse, la réussite, elle ne reposait pas uniquement sur une équipe resserrée au plus proche de la FLD, mais également aussi une vision claire du MVP, des processus bien alignés et refondus, et également des personnes mobilisées au bon moment. Merci. Alors dans ces projets de transformation digitale, il y a un élément clé, c'est bien sûr l'adoption par les utilisateurs. C'est souvent là effectivement qu'on réussit au final le projet. Du coup peut-être Thomas, quelle était la stratégie pour réussir cette adoption par les utilisateurs de la FLD? Tout à fait. Donc, l'élément important qu'on a pris en compte au moment du projet, du lancement du projet, c'était vraiment l'implication des différents métiers en sélectionnant des utilisateurs clés qui ont accompagné le projet du début jusqu'à la mise en production. Ils ont participé aux ateliers de cadrage, ils ont participé aux tests, ils ont été impliqués au fur et à mesure des itérations, comme le disait Julien, et enfin aux démonstrations, aux formations également, puisque ça a permis de créer donc, cette équipe socle en fait, d'utilisateurs dans les différents métiers de l'agence, qui ont ensuite relayé les bonnes pratiques et porté la voix finalement de Salesforce et du projet pour chacun des agents qui constituent l'agence. On est même en termes d'implication monté jusqu'à 20 personnes pour les recettes au moment de la mise en production, ce qui a été le pic d'utilisation de la plateforme de test. On a même impliqué effectivement des représentants des partenaires. Donc, dans les fédérations, on a mobilisé quelques personnes qui sont très spontanément présentées pour réaliser les tests. Donc, ça a été vraiment un onboarding complet sur l'ensemble de l'agence. Ensuite, sur les aspects formation et support qui sont des éléments clés dans la mise en production, mais également dans le suivi a posteriori. Il y a eu des formations dédiées au sein des différents niveaux, donc une formation administrateur dont j'ai pu bénéficier, et également les administrateurs métiers qui ont été spécifiquement formés aux différentes implications que peuvent avoir leurs fonctions, et également pour tous les agents de l'agence, bénéficier d'une formation en présentiel pour vraiment faire une prise en main optimale de la fonctionnalité. Ensuite, pour la mise en place auprès des métiers, des contacts de l'agence, nous avions organisé des webinaires pour les différents profils, les référents, les éducateurs, et ça a permis de les impliquer également et de leur faire prendre connaissance d'abord du projet, évidemment, et ensuite de prendre en main l'outil et de se l'accaparer. Donc, il y a eu des guides, des supports entre guillemets papier, mais également des supports digitaux avec des vidéos et des présentations. Donc, ça a permis d'instaurer vraiment une proximité entre les différents métiers et également avec les contacts de l'agence. Ensuite, l'une des dernières clés qui a permis le succès de ce projet, ça a été la montée en compétences internes avec une autonomie de l'agence sur la gestion de cette plateforme.
puisque j'étais en mesure de suivre la configuration, la mise en place de la plateforme avec Bearing Point, afin d'avoir la main sur des petits ajustements qu'il a fallu faire évidemment au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme au cours des mois qui ont suivi sa mise en production. Dorénavant, on a une certaine autonomie pour réaliser ces ajustements et on n'est pas dépendant systématiquement d'un prestataire externe et ça permet de sécuriser l'usage qu'on a aujourd'hui de cette plateforme et également de sécuriser les évolutions que l'on peut en avoir. Très clair. Par contre, évidemment, on sait tous que dans un projet, les choses se déroulent rarement comme prévu. Il y a toujours des difficultés. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les difficultés que vous avez rencontrées ou les adaptations que vous avez sur lesquelles vous avez dû vous adapter finalement au cours de projet Bien sûr. Donc, le premier défi, ça a été cette capacité de remettre à plat l'ensemble des processus impactés par l'outil. Il y avait des choses qui étaient faites et on s'est aperçu que avec Salesforce, de manière standard, on pouvait revoir certaines choses pour gagner en efficacité, comme le disait Jean-Baptiste, et unifier, ça a été notamment unifier les référentiels métiers entre les différents contacts. Et dorénavant, il n'y a qu'une seule base que chacun alimente en fonction de ses échanges. Et alors qu'auparavant, oui, chacun avait ses propres fichiers. On parlait des fichiers Excel. Ça a été un enjeu pour les métiers, les agents, de prendre confiance en l'outil et de se passer de ces fichiers Excel. Aujourd'hui, tout est standardisé dans la plateforme et chacun a pris la main sur ces aspects et s'est débarrassé de ces nombreux fichiers Excel. Ensuite, en termes de gestion de la donnée et de l'infrastructure, le choix de Salesforce d'être hébergé sur un cloud permettait de faciliter la mise en place, donc pas de serveur à installer, pas de problématique d'accès à la plateforme en fonction des différents environnements dans lesquels on peut travailler. Ça garantit une évolution de celle-ci. Et d'intégrer les différentes données qui sont existantes au sein de l'agence. On a ainsi été en mesure de mettre en place les premières données dont nous avions besoin pour mettre en fonction la plateforme et ensuite d'intégrer des nouvelles données, des archives que nous avions et qui sont dorénavant disponibles en ligne plutôt que stockées dans des serveurs. Il a fallu faire un gros travail sur la qualité de la donnée, effectivement, pour les rendre disponibles avec l'uniformisation des 123 fédérations et des possibilités de différentes informations qui pouvaient se trouver au sein de ces fédérations. C'est quelque chose qu'on a lancé très tôt dans le projet, puisqu'on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire. Donc il a fallu se mettre d'accord là-dessus. Et au moment du déploiement, on est arrivé avec une base solide où on n'a pas eu d'écart entre les différents métiers sur les données en place. Enfin, le dernier point clé, ça a été la facilité de paramétrage de la plateforme, où certes, il faut avoir maîtrisé la plateforme pour faire un certain nombre de paramétrages, mais il n'y a pas besoin d'être développeur, c'est du no-code, low-code, donc vraiment très peu d'ajustements avec des codes qui peuvent parfois être obscurs et qui rendent du coup autonome le métier pour mettre en place les nouvelles fonctionnalités nécessaires. On va peut-être passer maintenant aux perspectives par rapport à ce projet réussi. Alors peut-être une question pour chacun d'entre vous. D'abord, quelles sont les prochaines étapes de la FLD du coup après ces premiers périmètres? Voilà, nous, on souhaite ouvrir à de nouveaux publics le portail. Par exemple, on a des référents dans les régions, donc ce sont des services déconcentrés du ministère des Sports.
Et le ministère des Sports a souhaité que dans ces services déconcentrés, dans les directions régionales, jeunesse et sport, il y ait un pilote de la prévention du dopage au niveau régional. Donc l'idée est un peu sur le même schéma que les référents antidopage dans les fédérations, ouvrir le portail à ces référents régionaux pilotes de la prévention du dopage en région. C'est également aussi transformer l'espace ressources des référents dans la base de connaissances qui est un outil, enfin en tout cas une fonctionnalité de Salesforce pour mieux organiser les ressources disponibles. Et puis aussi déployer des outils d'analyse statistique, ce que propose Salesforce pour justement mieux analyser la donnée qu'on collecte au sein du CRM. Donc également côté IT, on se penche évidemment sur les possibilités offertes par l'intelligence artificielle avec, comme le disait Jean-Baptiste, l'exploitation de données, donc comment insérer ces données et les rendre pertinentes et également apporter des échanges, des réponses à nos éducateurs, à nos référents qui peuvent s'interroger sur certains sujets. Donc c'est une piste d'exploration. Et évidemment, en termes de suivi, nous avons les différentes mises à jour du Code mondial antidopage qui sont réalisées chaque année et qu'il faut bien évidemment adapter pour être conforme. Très bien. Alors, une des questions, c'était évidemment au début d'inspirer quelque part d'autres agences sur cette transformation. Du coup, la question suivante, c'est bien sûr, est-ce que vous pensez que ce modèle de projet, il peut être reproductible ? Si c'est positif, ce qu'on pense tous, quels enseignements vous pourriez partager du coup avec d'autres agences qui voudraient se lancer dans ce type de projet, y compris des agences de petite taille ? Nous, je l'ai dit au départ, on est une petite agence. On a 52 agents en permanence au niveau de l'agence. Donc, on est une petite structure, une petite administration. On a réussi quand même à implanter ce projet. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une équipe cœur, et Julien l'a très bien présenté, qui soit mobilisée et disponible sur le projet pour répondre aux questions et faire avancer le projet. On a très sollicité évidemment le product owner, mais on était une équipe à peu près de 4-5 personnes avec donc le product owner, le sponsor, l'IT et puis quelques têtes de pont dans les départements clés sur la mise en place du projet. On a ensuite et Thomas l'a rappelé tout à l'heure aussi, mobilisé un peu plus largement pour les phases de présentation du projet pour que les personnes puissent s'approprier l'outil. Et puis sur la phase de recette, on a encore plus ouvert aussi pour justement que les personnes puissent, sur la prise en main, que ça soit le plus facile possible. Sur le premier lot de lancement, le premier lot de fabrication de l'outil, on va dire, ça nous a pris 5 mois, pour donner un peu une idée aux personnes. Et sur le lot 2, 3 mois, on pourra revenir un peu plus dans le détail sur les différents durées des différents lots qu'on a eus. Mais voilà, pour donner une idée, donc oui, c'est faisable, on y est arrivé, donc voilà, je pense que d'autres acteurs peuvent le faire. Oui, complètement. Et puis en facteur clé de succès, ce qu'on a identifié aussi, c'est d'avoir un périmètre fonctionnel réduit au départ pour ne pas se perdre dans différentes tâches et lancer une première version de la plateforme qui correspond vraiment à des besoins métiers qui offrent des gains par la suite. Et très rapidement, on a fait un second lot, effectivement, quelques mois après, pour ouvrir vraiment à l'ensemble des métiers les bénéfices que peut représenter Salesforce avec le choix des solutions standards et éprouvées qui facilitent la mise en place. Il n'y avait pas de développement sur mesure qui ont été réalisés. C'était une vraie facilité offerte ensuite par une démarche agile avec les montées successives de lots.
et qui permettait en parallèle de réaliser un accompagnement du changement auprès des différents métiers, auprès des différents acteurs impliqués et de réaliser une vraie plus-value pour les utilisateurs en les accompagnant dans leur conduite du changement et également en les formant tout au long des nouveautés qui étaient produites dans la plateforme. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on a un certain nombre de questions qui arrivent dans le chat, donc je vais vous les retranscrire. Il y en a une première, alors ça fait un peu écho, vous aviez parlé d'un premier lot, d'un deuxième lot. Il y a une première question, c'est combien de temps le projet a-t-il duré et comment gérer justement des délais aussi courts? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le découpage de ces différents lots et puis également du coup la durée de chacun est globale? Complètement, donc effectivement, on a eu au total 3 lots principaux. Certains ont été découpés. On a eu un premier lot, donc le lot initial qui a débuté au mois de septembre avec les phases de cadrage pour une mise en production au mois de janvier, ce qui correspondait à la première étape de besoin avec les audits de fédération réalisés. Et donc 5 mois pour cette première étape. Et ensuite, en avril 2024, on a lancé un deuxième lot sur 3 mois. Donc débuté avec pareil une phase de cadrage au mois d'avril et une réalisation au mois de juin. Ensuite, un lot qu'on a appelé lot 2.1 qui était plus réduit en termes de fonctionnalités livrées, mais qui était essentiel pour la bonne utilisation de l'outil au sein des différents métiers, que nous avons réalisé au mois de septembre 2024, puisque évidemment nous étions impliqués dans les Jeux Olympiques au mois de juillet et août. Donc c'était vraiment une période où on n'était pas vraiment focalisé sur l'outil. Et donc la souplesse offerte par Salesforce a permis de découper ce lot 2 avec une première phase avant les JO et une seconde phase en fin d'année. Et ensuite un lot 3 qu'on a lancé en fin d'année dernière qui a duré 3 mois, du mois de septembre 2025 au mois de décembre 2025. Et donc du coup quelque chose d'assez cadencé, mais au final on est à un peu plus d'1 an au global de projet, donc vraiment la possibilité d'avancer à son rythme et de bien découper ces évolutions. En fonction des besoins des métiers et de nos disponibilités à chacun. Alors ça fait écho peut-être à la deuxième question que je vois apparaître. C'est une question, alors on pouvait s'y attendre, c'est est-ce que Salesforce n'est pas surdimensionné pour une agence de votre taille ? Alors, bon, moi, déjà, l'outil est assez facile à prendre en main. On est resté dans des fonctionnalités assez standards pour justement répondre au cas d'usage de l'agence, au cas d'usage métier de l'agence. Et puis, on a du coup, pour rester dans ces fonctionnalités standards, mis de la souplesse aussi sur nos process finalement. Et puis on a quand même été bien accompagné par nos experts BearingPoint et pour transposer justement nos métiers dans du standard et pour faire que le CRM corresponde bien à nos besoins. Donc voilà. Ouais. Merci. Alors, une autre question qui arrive. Selon vous, quelle est la principale transformation que doivent opérer aujourd'hui les acteurs publics ? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Quelle est la principale transformation, en fait, les principaux enjeux, je pense, justement en termes d'intégration dans l'écosystème ? L'enjeu, c'était vraiment d'avoir un outil centralisé avec une relation privilégiée avec nos partenaires. L'idée aussi du CRM et du portail, c'était de faciliter à nos utilisateurs externes, à nos partenaires, la prise en main de la politique antidopage au sein de leur structure. Donc, et de rendre quelque part un peu de clarté aussi sur nos attentes aussi et sur ce qu'eux devaient faire. Et je pense que l'outil nous a offert ça, cette possibilité.
Et donc, oui, je pense qu'on est plus lisible en tant qu'acteur public et nos attentes grâce à l'outil. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, mais c'est intéressant du coup parce qu'on a beaucoup parlé effectivement de transformation des processus et autres. Et là, tu atterris sur quelque chose de dire finalement, on en revient avec cet outil à clarifier finalement la mission de l'agence et ce qu'on attend en fait de nos partenaires. Donc on revient quelque part à un basique, ce que fait l'agence et comment elle travaille avec ses partenaires. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Il y a une autre question qui revient un petit peu sur les principales difficultés rencontrées, pour savoir s'il y a d'autres difficultés à partager. Est-ce que tu peux compléter sur ce qui a été dit juste avant, Jean-Baptiste Est-ce que tu as des exemples aussi, puisqu'on a parlé notamment de ces relations avec les fédérations, cette hétérogénéité aussi, je crois, des partenaires? Ouais, en fait, une des difficultés sur lesquelles on a été confronté, c'était justement comment organiser dans l'outil l'organisation des partenaires. Donc, on avait nos acteurs principaux qui sont les fédérations, et l'idée, c'était de comment on rattache un petit peu les acteurs qui sont associés à ces fédérations. Et donc, il y avait une sorte de hiérarchisation à mettre en place dans l'organisation des données. Et ça a été assez complexe, et d'ailleurs on est toujours en réflexion sur est-ce que c'est toujours la bonne organisation. Donc voilà, il y a des ajustements qu'on apporte toujours sur l'organisation de notre base de données. Voilà, donc ça c'est une difficulté, comment transposer l'organisation de nos contacts et de nos partenaires dans l'outil. Voilà. Ils ne sont pas organisés de la même façon? Tu as un exemple entre des fédérations qui ont des niveaux d'organisation différents? Alors par exemple, dans un sport collectif comme le football, qui est un acteur qui est assez présent et qui a beaucoup travaillé sur la prévention du dopage, on a donc la fédération et on a des clubs qui sont associés à cette fédération dans lesquels on retrouve des éducateurs. Et l'idée, c'était de pouvoir donner aux référents de la Fédération française de football une vision aussi sur l'activité antidopage et notamment sur la prévention de ce qui se fait au niveau des clubs et donc des structures associées. Aussi au sein du football, on a un acteur qui est hyper important, c'est l'UNFP qui est le syndicat des joueurs de football et qui est très actif également dans la prévention du dopage. Donc l'idée, c'était aussi que le référent puisse avoir accès à ce qui se fait aussi en matière de prévention au sein de ces structures. Et puis après, on a des acteurs qui sont, où on a une complexité, moins de granularité en fait finalement dans l'organisation. Par exemple, la fédération de tir à l'arc, qui est aussi active sur la prévention du dopage, mais ça se fait au niveau de la fédération et il y a moins de structures, enfin il n'y a pas de structure associée à la fédération. Et donc au niveau acteur, on va dire, inférieur, on va dire, dans la hiérarchie. Donc voilà, et donc il a fallu jouer et organiser ces modèles. Un autre exemple, c'est peut-être aussi toute la politique d'agrément des éducateurs qui était avec plusieurs critères sur les agréments qu'il a fallu retransposer dans l'outil et donc et tout en respectant le standard. Donc ça, c'était aussi, il y a eu pas mal d'ateliers sur justement et de travaux sur cette question-là. Voilà. D'accord. Merci. Il y a une autre question qui revient un petit peu sur la partie conduite du changement. La question, c'est comment avez-vous géré l'adhésion des utilisateurs, notamment ceux qui sont éloignés ou peu familiers avec le numérique ou réticents au changement? Donc là-dessus, ce qui a été fait, c'est déjà le choix d'une plateforme facile à prendre en main. Il faut bien comprendre que Salesforce est finalement très intuitif dans son utilisation, quel que soit le public. Au sein de l'agence ou pour les externes, les contacts des fédérations, des clubs mentionnés par Jean-Baptiste. Et ensuite, je reviens là-dessus, mais vraiment la formation des différents publics a été un point vraiment clé dans le succès du déploiement, puisque finalement, à notre grande surprise, on a été assez peu sollicité derrière par les différents utilisateurs, en particulier les externes. On avait pourtant donné nos contacts, partagé tout ce qu'il fallait, mais finalement ils ont assez bien pris en main l'outil et s'y sont familiarisés très rapidement avec dès les premiers jours des connexions régulières
à la plateforme et les demandes d'éducation qui étaient transmises, enfin les actions d'éducation pardon, qui étaient transmises et ensuite en fonction des statuts de chacun, les demandes de renouvellement qui étaient réalisées, donc sans forcer le contact à repasser par l'outil après nous avoir contactés par mail ou téléphone. Vraiment spontanément, ils étaient à l'aise avec l'usage de la plateforme. D'accord. J'ai une dernière question qui a été posée qui veut revenir justement sur l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au cas d'usage que vous pourriez mettre en place ou qui pourrait répondre justement à de l'intelligence artificielle? Oui, complètement. L'utilisation de chatbots pour différents acteurs, parfois en interne, surtout en externe, avec des idées d'usage qui pourraient en être faits. Sans en dévoiler trop, parce que le projet n'est pas encore abouti, évidemment. On a des pistes pour faciliter encore, je dirais, l'utilisation de la plateforme et permettre la construction d'actions d'éducation assez rapidement, voilà, des petites choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont vraiment à l'étude et on espère très rapidement mise en application. Alors, donc le projet continue et encore... il y a encore beaucoup de travail qui nous attend et on l'attend avec impatience parce que c'est vraiment un grand plaisir de prolonger ce projet et de monter encore en fonctionnalités disponibles pour les différents usagers internes et externes. Eh ben, merci beaucoup, on est arrivé au bout de ce webinaire. Merci pour votre témoignage à tous les trois. Merci à ceux qui nous ont suivis et très bonne journée à tous.